Bonjour à tous. Donc, on commence cette séance avec Mariam Gallouz, qui est maître de conférence à l'Université de Paris-Descartes et qui va vous parler aujourd'hui, ou qui a une double étiquette, Elle est d'abord linguiste, elle fait de l'analyse de discours, elle fait de la sociolinguistique au Maghreb et en même temps, elle est performeuse, danseuse. Son terrain, c'est la danse en Tunisie. En même temps, c'est un terrain national des arts politiques, enjeux politiques de danseurs en Tunisie. Elle va nous parler aujourd'hui de suture épistémologique et suture d'affect, de la nécessité de nouveaux garde-fous métalinguistiques pour penser les événements révolutionnaires en Tunisie. J'ai pas tout compris, hein, mais... J'ai eu moi-même du mal à me comprendre quand j'ai relu mon résumé et je me suis demandé ce que j'avais consommé le jour même où je l'avais écrit. Pourtant, je suis très sérieuse normalement, mais je sais pas, j'ai été prise par j'ai eu une sorte d'inspiration, mais ça va être beaucoup plus simple que cela. Voilà. Quand, dans les années 90, une équipe de chercheurs japonais découvre une mouche homosexuelle, la presse médiatise l'événement en termes de révolution. On a découvert la mouche homosexuelle. Une ethnologue française, Sophie Houdard, consacre alors une thèse sur la mise en événement de cet objet scientifique. La mouche homosexuelle, du nom de Satori, devient l'occasion de légitimer un discours scientifique, derrière un discours scientifique, une parole homophobe. Vous pouvez bien sûr vous demander quelle mouche m'a piqué pour vous parler de mouche homosexuelle japonaise de bon matin, samedi matin. En effet, il s'agit de penser ce que c'est et ce qui fait un événement, et quels sont les processus qui participent à la construction même de cet événement. En 2002, un numéro de la revue Terrain, dirigé par Fassin et Bensa, est consacré à l'événement. Les auteurs invitent d'une part à ne pas réduire l'événement à sa portée médiatique et d'autre part à prendre en charge la construction médiatique elle-même. Ainsi, pour les auteurs, l'événement ne se donne jamais dans sa vérité nue, il se manifeste, ce qui implique aussi qu'il est manifesté, c'est-à-dire qu'il résulte d'une production, voire d'une mise en scène. Le chercheur qui travaille en contexte de crise, face à des événements, est donc coincé entre la réduction par le contexte ou la construction. La temporalité s'offre à lui comme une ligne de discontinuité où l'événement permet de penser un avant et un après. En somme, il se définit par une rupture d'intelligibilité. Fassin et Bensa décrivent cette rupture comme ce qui fragilise les grilles d'analyse du chercheur et sa compréhension. À un moment donné, nous disent-ils, on ne se comprend plus, on ne s'entend plus. Et on pourrait peut-être ajouter à ce « on ne se comprend plus, on ne s'entend plus » mais on parle beaucoup. Et ça parle beaucoup. Le « ça parle », le « ça me parle » réfère à une source énonciative plurielle, une polyphonie qui engage la voix du chercheur dans celle du journaliste, de l'essayiste, du blogueur. La révolution en tant qu'événement est alors une formation discursive, productrice de discours, dont elle est elle-même le produit. Dans cette confusion de situations d'énonciation où discours, corporalité et toute forme de production de subjectivité sont bouleversées, le chercheur est d'abord le témoin de l'événement qui se fait et qui se dit, de sa performativité, de sa processualité. Un événement qui soit sous la forme d'une guerre civile, d'un soulèvement ou d'une révolution ne convoque pas forcément les mêmes outils et appareillages conceptuels. Il est évident que le chercheur qui travaille sur la crise de la mouche homosexuelle au Japon, celui qui, lors de son terrain, est surpris par l'éclat d'une guerre civile ou d'une intifada, ne fait pas face à la même expérience somatique et subjective. Vincent Romani, travaillant depuis des années sur la Palestine, se pose cette question de la réflexivité du chercheur occidental français dans les territoires occupés. Il pointe ainsi la fragilité des sciences sociales face à un conflit aussi violent que celui de la Palestine. Afin de surmonter cette fragilité, il privilégie dans son terrain l'accès aux situations quotidiennes, banales, travailler sur le lien social, nous dit-il, afin de dépasser l'immédiateté de la violence et rechercher ce qui fait survivre les gens plutôt que ce qui les fait mourir et souffrir dans des contextes difficiles.
Romani pointe aussi la distinction séductrice d'un événement pour un chercheur. Comment ne pas succomber à l'actualité, à la mode, au discours ambiant, alors qu'ils sont intrinsèquement liés à l'événement en tant qu'objet d'étude. Il est évident que le contexte de la révolution tunisienne n'est pas forcément celui de la Palestine, mais la question de la réflexivité se pose tout autant dans la mesure où les événements de 2010-2011 ont représenté cette ligne de partage entre un avant et un après. Une rupture d'intelligibilité qui a eu des répercussions visibles sur le champ intellectuel. L'Arabi Chouira, dans le numéro qui a été beaucoup cité hier, notamment par Sarah et par Jocelyne, parle de son ambivalence vécue douloureusement entre la joie et la déchirure. Et l'événement révolutionnaire est souvent vécu dans l'intensité, l'émotion et la joie qui participent à créer une forme d'engouement pour le chercheur qui devient lui-même responsable et engagé en tant qu'acteur social. C'est cette joie qui crée parfois le vertige. Pour ma part, j'ai été embarquée dans la joie en 2011, date qui coïncidait avec le début de mon terrain en Tunisie. Je fais donc partie de ces jeunes chercheurs qui n'ont connu de terrain tunisien qu'après la Révolution. Linguiste, je travaille sur les analyses de discours, les questions sociolinguistiques, des pratiques langagières liées aux imaginaires identitaires. Je me suis beaucoup intéressée à la bagarre linguistique qui a eu lieu au sein de l'Assemblée nationale et dans les débats concernant l'usage du français, du dialecte tunisien ou de l'arabe littéraire. Mais cette préoccupation de la langue de la Révolution, de ces mots, de digage à papam, papam, ou de ces enjeux linguistiques, des événements révolutionnaires étaient à ces enjeux linguistiques était lié un second questionnement. Comment les discours politiques traversent le corps du performeur et celui de l'artiste? En somme, l'écho entre le discours politique performatif et performance artistique. Une première question s'est posée à moi, qui est celle de la légitimité. Je suis linguiste, je n'étais pas inscrite dans une démarche de sciences sociales, mais j'avais en 2011 intégré un laboratoire d'anthropologie culturelle, ce qui m'avait permis de greffer, tant bien que mal, une démarche ethnographique à mes recherches. Je vais donc me concentrer aujourd'hui sur cette recherche, sur les enjeux politiques du corps de l'artiste et notamment du corps du danseur en Tunisie. L'événement post-révolution le plus marquant de mon terrain s'est déroulé la journée du 27 mars 2012 à l'occasion de la célébration mondiale à la célébration de la Journée mondiale du théâtre. Deux manifestations ont eu lieu le même jour. Une, celle des artistes tunisiens devant le théâtre municipal, qui réclamait une révolution culturelle, et l'autre, juste au niveau de la Manguela, au niveau du ministère de l'Intérieur, de salafistes qui, eux, réclamaient donc la charia. Donc les deux se passaient 5 à 6 minutes. Bien évidemment, le schéma était assez prévisible et donc ils finissent par se rencontrer et il y a quelques altercations entre les deux. Cet événement est très important dans la mesure où le récit médiatique qui en sera fait a été l'occasion de l'émergence d'un nouveau paradigme qui est celui de l'art engagé et notamment du corps engagé du performeur. Plusieurs unes de journaux vont tout de suite parler de l'art comme arme de résistance. Un autre événement fut le passage de Stéphane Hessel en Tunisie à cette même période et qui va encourager cette proposition, comme on peut le remarquer sur donc on va avoir beaucoup d'affiches à Tunis, dans les théâtres tunisiens, créer c'est résister, résister c'est créer. Donc le nouveau paradigme vraiment s'installe, la question de l'art comme forme de résistance. Prise dans cette joie collective, très proche des jeunes artistes et du petit monde tunisois de la chorégraphie, ainsi que de leurs angoisses, de leurs peurs, j'ai moi-même adhéré à ce discours. Danser c'est résister, le corps dansant comme machine de guerre, la danse comme arme contre l'obscurantisme. Et ce qui a été un peu les titres de certaines de mes productions scientifiques de cette époque-là. À cet engouement quasi monomaniaque pour un art résistance est venue se surajouter une épaisseur historique, notamment lors de ma rencontre avec la troupe nationale des arts populaires, et les entretiens avec les danseurs retraités.
La retranscription de ces entretiens et leur violence sous-jacente a glacé, pour reprendre un terme de la révolution glacée de Saint-Just, si j'ose dire, cet engouement. Le cas de la troupe nationale est sûrement un exemple explicite du contrôle étatique sur le corps de l'artiste et a été pour moi un premier garde-fou contre mon euphorie personnelle pour un art engagé. La création de la troupe nationale des arts populaires en Tunisie est une décision politique du président Bourguiba, du ministre de la Culture Chedli Laqlibi et du musicien et directeur de la Rachidia Salah Al-Mahdi, en 1963, date qui coïncide avec la création du premier ministère de la Culture. En 1962, plusieurs appels à danseurs sont lancés. En vain, personne ne va envoyer son enfant pour devenir danseur. Face à ce vide, Salah Al-Mahdi, Bourguiba, décide d'aller chercher les danseurs dans les villages SOS pour orphelins, Atfel Bourguiba. Donc la première mouture de la troupe nationale, qui était une décision du président Bourguiba, a été formée par les enfants de Bourguiba, Atfel Bourguiba. Et d'ailleurs, on peut le voir dans ces images, Abna A'dha al-Firqa, le contrôle des corps ne va pas s'arrêter à cette décision d'aller chercher les enfants sans tutelle parentale. Le régime de l'époque intervient aussi dans les techniques corporelles elles-mêmes, l'esthétique même des chorégraphies, les corps. Une première visite officielle des hauts fonctionnaires du ministère de la Culture tunisien dans l'ex-URSS et la découverte du ballet national russe sera suivie dès leur retour en Tunisie par la décision de la création de la troupe nationale. Ils vont là-bas, ils sont fascinés par ce qu'ils voient. Ils reviennent, ils disent à Bourguiba, voilà, on a vu quelque chose de magnifique. Et Bourguiba dit, je veux la même chose en Tunisie. Je veux le bolchoï, mais avec les danses traditionnelles tunisiennes. Donc, cette troupe aura un modèle qui est le ballet occidental, lui empruntant certaines techniques corporelles, spécifiquement celles de la danse classique. L'enseignement de la danse et de la technique classique vont être obligatoires. Bourguiba voulait un véritable ballet occidental, mais avec des danses traditionnelles tunisiennes. Ainsi, peu à peu, on a gommé des caractéristiques qu'on a considérées comme étant rurales, bédouines, comme en témoigne l'introduction des demi-pointes, le port de chaussons, les ports de bras, et on va recruter des chorégraphes russes, bulgares, pour venir former les danseurs dans leur propre tradition. Dans les entretiens, les danseurs utilisent des expressions telles que tahdib. Il s'agit d'affiner les danses, les réadapter, enlever le superflu. Nahiou l'Aroubi, toutes les caractéristiques trop populaires, le bédoui, trop bédouine. Dans les archives consultées, il est mentionné par exemple que le jeune danseur Mohamed El-Larbebi est parti se former dans les années 60 aux méthodes pédagogiques de l'enseignement de la danse avec une danseuse de l'Opéra de Paris, une certaine mademoiselle Spirou. La danse classique va devenir un élément central dans la structure même de la troupe et dans l'apprentissage des danses traditionnelles tunisiennes. Donc comme on peut le voir, comment ces danses ont été complètement transformées par l'apprentissage de la danse classique et l'introduction des techniques classiques. J'ai pu moi-même observer lors des entretiens avec les membres de la troupe leur revendication du caractère traditionnel des danses qu'ils pratiquent tout en insistant sur l'importance de la technique classique. La création d'un ballet traditionnel national est datée historiquement et politiquement. Elle est clairement liée au projet de construction nationale après l'indépendance qui a largement contribué à façonner les corps dansants de la troupe entre un désir de modernité et un projet de patrimonialisation. Ce ballet aura été sûrement la première expérience d'une mise en scène spectaculaire des danses tunisiennes. Les références au corps sportif et sa rigueur sont présentes dans les entretiens où les danseurs insistent sur le caractère étatique de la troupe. Nous sommes la carte postale de l'État. Bourguiba nous présentait dans tous ses déplacements officiels comme l'image du pays, me disent-ils. Le directeur actuel de la troupe insiste. C'est comme le sport ou les équipes nationales de football. On a des règles, des compétitions internationales et des normes à respecter. Le dressage des mœurs s'effectue à travers les différentes pratiques corporelles, comme le mentionne Norbert Elias, en accord avec les volontés institutionnelles. Il est aussi investi par les politiques publiques.
C'est un corps docile au sens de Foucault. Les danseurs de la troupe sont tous fonctionnaires de l'État et bénéficient d'un salaire mensuel ainsi que d'une retraite. L'ancienne maître de ballet me dit bénir Mesadi et Bourguiba tous les mois, quand elle reçoit sa retraite. Plusieurs danseurs retraités parlant de leur carrière dans la troupe comme de l'accomplissement de leur vie. La troupe est devenue dans les années 66 aussi un véritable ascenseur social. Vous me servez beaucoup plus que tous mes ambassadeurs réunis, leur disait Bourguiba. Les costumes, les pas, les chorégraphies, les mimiques, tout était codifié, défini, aucun écart n'était permis. Et Bourguiba assistait à certaines répétitions, donnait son avis sur les costumes, sur les couleurs, les pas. Ce travail au sein de la troupe, après la Révolution, a été un nécessaire retour diachronique qui a représenté pour moi un véritable garde-fou face à mon engouement initial pour un corps performeur, libre, transgressif, échappant au discours dominant. C'est ce paradoxe que pointent Alain Messaoudi et Mohamed Weldi dans le numéro, dans l'année du Maghreb 2014, Histoire en Révolution, quand ils disent « Alors que la Révolution affirme vouloir rompre avec le passé, l'histoire, plus que jamais, s'invite à sa table. » En effet, cette épaisseur historique m'a permis de relativiser l'euphorie du moment et de mieux comprendre et de mieux prendre en charge le réel. Ce terrain au sein de la troupe et ce retour en arrière a participé à réorienter mes analyses et notamment à prendre de la distance avec cette proposition d'un art révolutionnaire, d'un art résistant. Ce terrain a aussi mis en évidence le contresens qui a contribué à limiter la proposition d'un art comme arme de résistance à un lieu commun. Le corps dansant détient certes une dimension politique, du fait qu'il engage un acte collectif, une communauté. La danse met en groupe un groupe d'individualités dans une expérience commune du partage de sensibles, au sens de Rancière. C'est dans cette mesure qu'elle travaille les processus micropolitiques du partage des espaces. En effet, dans le cadre de ce terrain, j'ai pu observer des formes d'allégeance à des discours séducteurs de la part de certains chorégraphes. Ceux-ci, voulant répondre aux attentes du marché de l'art, proposent souvent des œuvres alléchantes pour un public occidental friand d'exotisme révolutionnaire. Les discours contre l'obscurantisme religieux, conservateur, sont par exemple de plus en plus présents dans la performance artistique tunisienne. Plusieurs chorégraphes orientent leurs recherches chorégraphiques sur ces questions et tentent de les traiter. Il est tout à fait légitime pour un artiste d'ancrer son travail dans les problématiques sociopolitiques de son époque, mais il est aussi de notre essor en tant que chercheurs de nous poser la question des rapports entre ces créations et les exigences capitalistiques du marché de l'art. L'artiste est parfois soumis à ces déterminations économiques et se trouve pris dans la nasse des discours médiatiques. Face au marché de l'art se dresse le marché linguistique où la circulation de certains termes, dont déradicalisation par exemple, prend une valeur marchande et propagandiste. En effet, j'ai pu observer comment ces discours tendent à séduire les producteurs et les financements étrangers et les instituts français de coopération, les instituts belges. Les attentes des programmateurs occidentaux participent à l'assujettissement de la création artistique tunisienne à un certain discours sur la résistance artistique. Penser l'art chorégraphique comme une arme de résistance n'est pas une donnée simple à analyser ou à théoriser. Le corps dansant en Tunisie a longuement joué le jeu de l'État et de ses discours dominants. Il s'est fait remarquer par son absence lors des années de dictature et a même été le lieu d'instrumentalisation étatique. Aujourd'hui, des formes telles que je danse, donc je résiste, la danse résistance sont devenues très courantes, très à la mode. Les déconstruire est donc une urgence pour le chercheur qui souhaite traiter ces questions d'un point de vue bioéthique. Mais cette déconstruction peut être aussi la cause d'une agressivité de la part des enquêtés eux-mêmes. En tant que chercheure tunisienne, vivant et travaillant à l'étranger, ma position devenait de plus en plus compliquée par le fait de mes propres pratiques artistiques. Moi-même danseuse, performeuse, je me retrouvais à côté de mes enquêtés dans des projets chorégraphiques dans lesquels nous collaborions. Cette double position de chercheuse, danseuse, tunisienne mais vivant à l'étranger me fragilisait personnellement. Des réactions d'agressivité à mon égard de la part des artistes manifestaient mon propre clivage.
rentre vivre dans ton pays, viens travailler avec nous dans le quotidien, tous les jours, là tu comprendras, là tu pourras écrire sur nous. On me rapportait que certains me qualifiaient de celle de l'ailleurs, les liens avec mes enquêtés étaient très ambivalents. On veut me dire des choses. Les danseurs ne répondaient pas à mes questions dans les entretiens, mais ils se confiaient. On veut me dire des choses précises. Beaucoup d'histoires avaient trait à des situations et ont eu lieu sous l'Ancien Régime. Il s'agissait de dénoncer les pratiques de corruption, d'humiliation pouvant ou non impliquer des questions morales. Tous les danseurs chorégraphes évoquent la dictature et la difficulté de danser sous un régime répressif. Mais ils précisent de façon récurrente le manque d'intérêt de l'Ancien Régime et même son ignorance totale de la danse. Ainsi, une chorégraphe précise « Je ne crois pas que la danse ait été une menace pour Ben Ali. Ce n'est pas parce que tu t'es roulé par terre pendant 3 heures et que tu as crié à la fin que tu vas déstabiliser tout un régime. » D'une part, les danseurs s'accusent les uns les autres. La question de la collaboration avec l'Ancien Régime est très présente et chacun accuse l'autre d'avoir profité de certaines amitiés avec le président ou avec sa famille. Je me retrouve face à des témoignages que nous pouvons qualifier en termes de commérage ou de ragot et je ne sais pas quoi en faire. Les enquêtés me mettent face à ma propre responsabilité éthique et me demandent de rétablir la vérité, de rendre justice à ceux qui ont été brimés. Ces demandes injonctives peuvent parfois devenir très agressives. Je ne lirai pas tes travaux si tu ne dis pas que elle, citant le nom d'une chorégraphe, a collaboré, qu'elle a été l'amie de Leila Ben Ali. Ton ouvrage n'aura aucun intérêt, aucun sens pour moi si tu ne rétablis pas la vérité. Face à ces demandes insistantes, je ne pouvais que rappeler ma démarche scientifique, même sous forme de boutade. Vous savez, je suis juste une jeune chercheure, je ne suis pas Sihem Ben Sedrine. Donc la question de la rumeur est devenue très très importante dans ce terrain. Une réflexion en binôme avec la chercheuse française Annabelle Boissier, qui elle a travaillé sur le champ des arts plastiques en Tunisie avant la Révolution, nous a permis à toutes les deux de dialoguer sur la fragilité face à laquelle nous met une situation de dénonciation dans le cadre de l'entretien. On nous confie la rumeur comme un secret tout en nous pressant de la propager. La rumeur, au-delà de la confession ou de la médisance, témoigne d'une grande douleur chez les artistes tunisiens qui se sentent avoir été injustement brimés par le système. La douleur qui transparaît derrière ces témoignages ne peut que nous fragiliser en tant que chercheuses. Le rôle et les mécanismes du commérage dans le champ artistique tunisien sont liés à la structure du groupe en lui-même, de qui est accepté et de qui est rejeté. Il apparaît alors que la rumeur est la conséquence d'une longue période de censure de la parole des artistes. Les discours de la répression, accusation, intimidation reposaient lui-même sur la rumeur. Quand un artiste n'avait pas les grâces des hauts responsables de l'Ancien Régime, il était alors l'objet de plusieurs rumeurs visant à le détruire. La rumeur est donc une stratégie de répression bien connue du champ artistique tunisien d'avant la Révolution. La question qui se pose consiste à se demander pourquoi les artistes qui bénéficient aujourd'hui d'une plus grande liberté d'expression recourent-ils encore à la rumeur ou au commérage? Pourquoi y a-t-il si peu d'articles ou de posts sur les réseaux sociaux ou d'écrits de leur part cherchant à rétablir cette vérité? Les artistes ne seraient peut-être pas complètement libérés de la peur du pouvoir dictatorial. Préférer la rumeur à une parole publique, officielle, est la preuve de l'incorporation du discours dominant et de ses méthodes. Moi-même, j'ai été peut-être prise par cette angoisse de la contre-offensive, et le recours à l'anonymat dans mes recherches n'est peut-être que le syndrome de cette peur incorporée, en tant que Tunisienne ayant connu la censure depuis l'enfance, et pour Annabelle Boissier en tant que chercheuse française installée en Tunisie durant les années Ben Ali. Face à ces rumeurs, commérages, nous nous retrouvons finalement face à notre propre autocensure en tant que chercheurs. Dans dénonciation, on entend énonciation. Toute dénonciation est d'abord un acte d'énonciation de la chose énoncée en elle-même. L'autocensure, la fragilité du chercheur sur le terrain, ses angoisses, ses peurs, relativisent cette rupture d'intelligibilité dont nous parle Fassin et Bensa. Elles viennent au contraire témoigner des continuités entre l'avant et l'après. L'agressivité de certains des enquêtés est en miroir avec ma propre vulnérabilité. Les questions de légitimité, linguiste qui fait un travail d'anthropologie de la danse,
de double ou triple parcours, de double appartenance géographique, ont éclaté avec les événements révolutionnaires. Fallait-il rentrer en Tunisie, retourner vivre ici, agir sur le terrain? Et c'est justement la question du lien qui a ressurgi. Celui dans le cadre de mon terrain s'est manifesté entre un devenir anthropologue et un devenir artiste. Le lien comme manière de travailler sur la séparation entre l'ici parisien et l'ailleurs tunisien omniprésent. Assumer la duplicité, la dispersion et le risque d'un certain éclectisme. Le lien entre deux objets de recherche, entre la conscience éthique et l'engagement politique personnel. Ce lien entre l'avant et l'après semble être une façon de penser l'événement révolutionnaire comme un devenir, un processus. L'art chorégraphique au temps de Bourguiba dépendait des décisions étatiques et correspondait à un agenda nationaliste post-indépendance. Ben Ali aussi est intervenu par des décisions, notamment dans son discours du 7 novembre 1991, où il a annoncé la création d'un ballet national, mais cette fois il s'agit d'un ballet national moderne. L'ancienne directrice du ballet m'explique comment elle a été convoquée par le ministre de l'époque, lui demandant de créer un ballet comme une sorte d'image d'Épinal d'une Tunisie libre avec des femmes libres, sans qu'il y ait pour autant une véritable ligne budgétaire ou un vrai programme. Cette situation précaire du statut du danseur n'a pas changé après la Révolution et les interventions étatiques sont toujours très présentes. Par ailleurs, dans les entretiens, les anciens ministres de la Culture sont beaucoup évoqués. Entre celui qui se disait indigné à la vue d'un spectacle de danse contemporaine, qu'il considère comme pornographique, et un autre qui est dégoûté quand il voit un homme danser. Bourguiba, lui, était très gêné par les poils des danseurs hommes. Il exigea même qu'on les épila, ce qui a provoqué une sorte de mini-révolution au sein de la troupe. Les poils des danseurs, au-delà de toute réforme étatique en matière de danse, nous disent quelque chose des micro-politiques, ce qui concerne l'ambivalence de la représentation sociale du corps de l'artiste entre fascination et rejet. À côté de la fierté d'avoir appartenu à la troupe nationale, d'avoir connu Bourguiba, d'avoir été sur ses genoux, certaines danseuses de la troupe m'expliquent qu'elles n'ont jamais réussi à se marier, de par leur statut de danseuse. C'est donc par le travail du micro-politique, celui du poil du danseur et du corps de la danseuse, que les bouleversements s'effectuent. Et peut-être que les devenirs révolutionnaires se nichent dans les semblants de détails. Un poil ou une mouche homosexuelle est aussi digne de l'intérêt du chercheur face à l'événement. Satori, la mouche japonaise homosexuelle qui a ouvert mon intervention, a aussi fait beaucoup de bruit entre remise en cause scientifique, déontologique et une très forte médiatisation. On est pourtant dans le domaine des sciences dures, qui apparemment n'échappe pas non plus aux stéréotypes ambiants. La parole scientifique, clivée entre l'urgence de l'analyse et le temps long de la recherche, doit trouver sa propre spécificité et son métalangage. Pour ma part, le terrain qui était au départ clivé a petit à petit réussi à trouver le lien, à petits coups de suture, des sutures épistémologiques. Au lieu d'une rupture, l'événement révolutionnaire m'est apparu comme un espace de suture, dont les fils sont sûrement les garde-fous conceptuels, le terrain et l'historicité. Face à la rupture épistémologique, l'événement est un travail dans et de la cicatrice. Il ne s'agit pas de devenir un chercheur-thérapeute ou encore moins un baume cicatrisant, mais d'assumer la performativité de la parole objectivante du chercheur comme les fils qui tissent la cicatrice. Et donc, on constitue la trace ou la mémoire, qu'elle soit discursive ou corporelle. Une dernière image de l'artiste Kader Attia, pour faire écho aux propositions de Jocelyne Darlia d'hier, d'une parole artistique comme relais au discours scientifique et de l'infinie cicatrice.